Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live, le huitième épisode 8 de la saison 2, en ce 27 août 2024, un jour important, hein. Aujourd'hui nous fêtions par exemple les 80 ans de la création du journal Midi Libre, le grand quotidien de la presse régionale. Nous étions nombreux à Montpellier pour cet anniversaire. Nous fêtions aussi les 80 ans de la libération de Montpellier, d'Alès il y a quelques jours, de beaucoup de villes du Sud. C'est un moment de commémoration important qui nous rappelle qu'effectivement, il y a moins de 100 ans, il y a 80 ans, effectivement, nos grands-parents, nos aïeux, venaient d'être libérés du joug nazi, de la guerre. Une guerre était finie. Et oui, si je vous dis ça pour attaquer ce Facebook Live, c'est peut-être pas très gai, mais c'est vrai qu'en 2024 aujourd'hui, que ce soit pas très loin de chez nous, ou un peu plus loin de chez nous, c'est vrai qu'il y a encore un certain nombre de conflits dans notre planète, sur notre planète, pardon, des pays en guerre, des gens qui souffrent, et je voulais avoir une petite pensée pour eux tous en ce début de soirée, en ce jour anniversaire de la libération d'une partie de la France, de Paris, de beaucoup de villes de France. Voilà, je crois qu'il faut aussi que nous y pensions parce que la paix est un bien précieux et que la concorde entre les peuples, la fraternité, comme on dit, effectivement, devrait être un peu plus partagée dans ce bas monde. J'ai une pensée, bien sûr, pour les Grands Montois qui ont connu il y a quelques jours un attentat terrible, qui aurait pu être terrible. Effectivement, un soutien, bien sûr, à nos amis de la communauté juive qui défilent en ce moment même Montpellier pour demander que tout ça cesse. Pensez aussi pour mon ami Stéphane Rossignol, le maire de la Grande Motte, et bien sûr tous les grands motois qui ont vécu difficilement ce week-end. Et j'en profite donc, même si je le fais jamais, d'appeler chacun d'entre nous à un peu de raison, un peu de fraternité entre tous. Il y a, voilà, je crois que en 2024, il y a assez de souffrance, il y a assez de difficultés. Nous le vivons aujourd'hui au niveau de notre pays. Les choses ne sont pas simples. Et donc, essayons de vivre ensemble, de vivre bien ensemble pour construire un avenir durable. Puisqu'on est aussi, on fait un petit tour de l'actualité nationale, internationale, un petit mot quand même sur les Jeux Olympiques. Je crois que j'avais terminé mon dernier Facebook Live en disant allez la France, me semble-t-il. Je crois qu'on peut se féliciter aussi de ces 15 jours passés. Peu croyez effectivement en la capacité de notre beau pays à honorer ce rendez-vous mondial sans incident, sans problématique. Force est de constater quand même que le résultat a été au-delà de nos espérances, un grand moment de concorde internationale, toutes les nations, tous les pays rassemblés à Paris, la capitale de la liberté, la capitale du pays des Lumières aujourd'hui, pour fêter le sport, pour fêter l'effort, pour fêter le travail en équipe, pour fêter la nation française, avec une équipe de France magnifique, merveilleuse. Et je crois qu'on a été un certain nombre à vibrer de ces moments-là. Moi-même, j'ai passé un peu de temps à regarder toutes les épreuves, toutes les disciplines, et derrière, bien sûr, nos compatriotes qui ont porté haut les lumières, les couleurs bleu, blanc, rouge, et la Marseillaise que nous avons entendue à de très nombreuses reprises sur les podiums. Et puis, il y a une petite pensée, bien sûr, pour nos parathlètes qui vont demain, je crois, commencer, enfin, pas je crois, demain, commencer les fameux Jeux paralympiques qui, j'espère, rencontreront le même succès que les Jeux olympiques, ce grand moment là aussi de fraternité internationale, tous les peuples, tous les sexes, tous les âges, toutes les couleurs, toutes les religions, tout le monde ensemble pour faire du sport, pour se battre, mais de façon positive, pour gagner, mais gagner de façon positive, avec concurrence les uns envers les autres, mais avec pour objectif, bien sûr, la concorde. C'est le baron Pierre de Coubertin qui disait l'important c'est de participer, l'important c'est aussi d'essayer de gagner, je crois que c'est important, mais voilà. Donc cette petite préambule que je n'avais pas prévu d'ailleurs, mais qui me tient à cœur, et espérer que dans quelques jours, cette rentrée scolaire, j'y reviendrai je pense, mais cette rentrée aussi économique, cette rentrée politique, cette rentrée sociale, se passe le mieux du monde, au moins sur notre territoire, sur la ville d'Alès, sur Alès agglomération, où nous avons besoin les uns avec les autres aujourd'hui de faire société ensemble, de faire agglomération ensemble, comme nous le faisons avec les élus responsables. Oui, parce qu'ici, sur les territoires, nous sommes responsables, et je ne fais de lien avec rien au niveau national, mais tout de même, ici, nous votons des projets de territoire, nous dépassons les frontières de nos
parti politique, sans renier qui nous sommes, sans compromission, mais nous avançons pour le bien-être de la population, pour votre bien-être, et du moins nous espérons qu'effectivement cela va dans le bon sens. Et donc c'est le vœu que je forme en cette future rentrée, en espérant que nos enfants, aux 2300 et quelques jeunes qui vont rentrer en école primaire, au collège, au lycée, et puis dans l'enseignement supérieur, puissent passer une belle année scolaire avec des belles réussites, parce que oui, je crois qu'il faut qu'on se le dise aussi, il faut oser le dire. L'avenir se prépare quand on apprend. Et aujourd'hui, préparer son avenir, préparer son futur métier ou ses futurs métiers, c'est aussi apprendre. Et l'école est là pour ça. L'école qui est aussi, je le dis et je le redis, un lieu de socialisation pour les enfants, un lieu de rencontre, un lieu de partage et un lieu de compréhension de l'autre. De compréhension de l'autre. Comprenons-nous les uns les autres. Je pense que les choses iraient beaucoup mieux. Et j'appelle bien sûr tous les parents à s'impliquer dans cette vie scolaire. Et dans quelques jours, j'annoncerai avec le sous-préfet d'Alès, avec le directeur académique, des grands projets autour de la cité éducative que nous mettons en place sur Alès, entre bien sûr l'AGLO, l'État, l'éducation nationale, pour essayer d'apporter à nos jeunes de plus en plus de solutions pour apprendre, se former. Qu'est-ce que c'est beau d'apprendre, se cultiver, apprendre, c'est magnifique. Voilà, nous en reparlerons. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, j'ai reçu beaucoup de questions, à ma grande surprise, puisque nous sommes encore au mois d'août, et que nous sommes encore dans la torpeur estivale, 35-36 degrés aujourd'hui, 17 le matin, 35 l'après-midi, on va du simple au double, donc c'est très bien le matin, on peut ouvrir ses fenêtres, rafraîchir ses appartements, ses maisons, et le soir, bah, écoutez, on peut boire un petit coup de rosé avec modération, et faire un peu des bonnes rencontres, ou aller aux festivités, parce que ça aussi c'était un grand moment, puisque je crois que beaucoup d'entre vous me l'ont dit au maire, dans la rue, en nous croisant. C'est vrai que les festivités, une nouvelle fois, sur Alès, ont été d'un grand succès. De la fête de la musique, du 21 juin jusqu'au week-end prochain, et encore après, puisqu'il y a encore des activités physiques. Je crois que demain, il y a Entreville. Rendez-vous tous aux arènes pour supporter votre commune. Finale du Grand Prix La Chanson, samedi dernier aux arènes, qui a rassemblé des milliers de spectateurs, un grand succès. Et puis tous les tributes qui sont passés, de Johnny Hallyday à U2. Voilà, c'était des grands moments. Les Fous Chantants, bien sûr, Cratère Surface, les concerts de jazz, je vais en oublier, donc LOL et La La La, enfin tous les jazz au parc, tous les festivals Saint-Jean-du-Pin, voilà, tout ça de mémoire. Les feux d'artifice, bien sûr, je n'oublie pas 14 juillet, 15 août, grand succès populaire, énorme succès, le corso du 14 juillet, le défilé de vieilles voitures du 15 août, enfin, il y en avait pour tous les goûts, plus à l'Esplage. Pour celles et ceux qui ont passé leur été à l'Est, soit par choix, soit parce qu'ils ne pouvaient pas partir, je crois qu'on peut se dire que là aussi le choix politique fort que nous avons fait avec Max Roustan il y a plus de 30 ans, d'offrir des festivités gratuites et de qualité, et quelques-unes tout petit peu payantes quelque part, rencontre bien sûr son public et donne à voir à tout un chacun suivant ses priorités. Je oublie le festival de l'humour, bien sûr, sur Alès, qui a été conclu la semaine dernière, et puis les concerts au Temple avec Alès Symphonia, je crois de mémoire, samedi prochain au Temple d'Alès, le Temple d'Anduze que nous allons inaugurer pour les travaux de restauration aussi le 31, la fête du sport, enfin voilà, je suis parti, le 7 et la fête des associations, venez nombreux, on parlera Jeux Olympiques, on parlera sport, on parlera dépassement de soi, on parlera effort, on parlera entraînement, voilà, c'est des bons moments de vie ensemble, et c'est les moments pour lesquels nous travaillons à votre service, avec j'espère un certain nombre de satisfaction pour vous. Alors ça arrive, les questions arrivent dans tous les sens, mais alors, on reparle de l'OAC. Je vais y revenir, mais je voudrais avant, puisque juillet dernier, je n'avais pas eu le temps, vous livrer quelques-uns, pas tout, parce qu'il faudrait plus de 2 heures de rencontre ce soir, quelques-uns des résultats fort intéressants de l'enquête Internet que nous avons lancée, que j'ai lancée au niveau de l'agglomération et sur la ville d'Alès il y a maintenant quelques semaines, qui s'est terminée début juillet. Les résultats ont été analysés et nous permettent de tirer un certain nombre d'enseignements. Alors certains ne sont pas des surprises pour nous, d'autres sur les scores en sont. Ce qu'on peut dire globalement, de manière résumée, c'est que
Sur ce territoire d'Alès Agglomération, sur la ville d'Alès, on a une qualité, sur cette qualité à taille humaine, cette ville à taille humaine, sur la qualité de vie, sur l'appartenance à l'agglomération, qui sont aujourd'hui des réalités très majoritairement partagées. Sur le fait, bien sûr, je vais vous donner quelques chiffres, le temps de les trouver, sur le fait que ce Facebook Live, par exemple, est attendu par un grand nombre d'entre vous, et c'est une vraie bonne surprise pour le coup, que le journal d'Alès Agglomération continue d'être plébiscité, mais que des problématiques demeurent. Hein. C'est bien sûr là-dessus que je vais insister, puisque bon, c'est bien de se satisfaire de ce qui va bien, c'est bien aussi, surtout pour nous, et c'est un peu pour ça qu'on les fait aussi, de savoir ce qui va moins bien. Ce qu'on peut dire d'une façon générale, c'est que ce qui va mieux est plus important que ce qui va moins bien. Ce qu'on peut dire d'une manière générale aussi, c'est que cette enquête est l'issue quantitative, cette enquête quantitative auquel tout le monde a pu répondre, est le fruit, la suite d'une enquête qualitative faite par un cabinet spécialisé qui a interrogé une cinquantaine de personnes du territoire répondant aux critères CSP, qui ont été interrogées sur leurs problématiques, ce qui allait bien, ce qui allait moins bien, comment ils voyaient le territoire. Ces personnes ont dit un certain nombre de choses qui nous ont permis enfin, de faire les questions pour quantifier ce qui avait été dit dans ce groupe qualitatif. Dans ce groupe qualitatif où, comme je vous le disais, ce qui va bien est plus important que ce qui va moins bien. Je voudrais aussi vous remercier en mon nom personnel et ensuite Max Roustan, puisque vous avez de très nombreux messages qui nous font part de vos encouragements, de vos remerciements, de vos félicitations à notre endroit, et ça fait toujours chaud au cœur. Il semblerait que ce ne soit pas sur tous les territoires, donc on le prend, mais on ne s'en satisfait pas, mais c'est quand même quelque chose d'important. Vous avez été 2253, je vous donne quelques chiffres, bien sûr, à répondre à cette question, hein, donc ce qui donne à cette enquête une valeur de sondage au niveau scientifique, dont à peu près 1000 personnes, 997 de la ville d'Alès, donc le reste des autres communes de l'agglomération, ce qui nous donne sur les résultats un taux de marge d'erreur sondagier, hein, ça s'est fait par les instituts, de l'ordre de 3%. Voilà, ça veut dire par rapport au nombre de répondants, vous avez, au niveau national, vous avez des sondages avec 1000 participants sur 66 millions d'habitants, on a 2300 sur 140 000, donc ça vous donne des taux de sondage, tout ça c'est fait de façon scientifique, et donc on a une marge d'erreur de l'ordre de 3% dans les chiffres, donc c'est intéressant. Il ne s'agissait pas de dire dans ce sondage si vous étiez content ou pas content de l'exécutif, du maire, de moi-même, des maires des autres communes, il s'agissait de connaître vos préoccupations. Donc, quelques-uns des chiffres. Alors, on vous a demandé aussi, bien sûr, d'où vous veniez, quelle était votre profession, quel était votre âge, pour essayer, nous aussi, de regarder, par rapport au taux, au chiffre de l'INSEE, la véracité un peu de ces sondages. Et d'ailleurs, c'est intéressant, bon, je ne vais pas détailler ce graphique, mais pour tous les items, vous voyez, d'un côté, c'est les répondants en bleu et en gris, ce sont les taux de l'INSEE. Vous voyez qu'on est assez proche quand même en termes de panel qui semble être représentatif à la fois de la position sociale, des quartiers habités et de l'âge et du sexe des répondants. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelques réponses quand même rapidement. Je vous rappelle que vous retrouverez l'ensemble des réponses déjà sur le site internet alès.fr, vous aurez tout. Tout est en transparent. Je m'étais engagé, que ça nous fasse plaisir ou pas, on s'est engagé à vous donner les résultats de ce sondage, c'est la moindre des choses. Et puis surtout aussi dans le journal d'Alès Agglomération qui va paraître au début de la semaine prochaine, vous aurez les principaux résultats, 90% des résultats, avec quelques commentaires bien sûr sur ces résultats. Alors quelques réponses quand même. Pour les Alésiens par exemple, donc ceux qui avaient dit habiter à Alès, parmi cette liste de points forts qu'a établi le groupe qualitatif, les 50 et quelques personnes qui ont été interrogées, ces points forts de la ville d'Alès, quels sont pour vous les 5 plus importants? Donc je vous livre les 5, vous aurez tout le détail. C'est une ville à taille humaine, à 51%, donc ça vous plébiscitez le fait d'avoir une ville à taille humaine, et nous rendons compte au quotidien que vivre dans une ville à taille humaine, effectivement, facilite beaucoup les rapports humains, on le voit, même la sécurité ou l'insécurité plutôt, l'accès au commerce, aux services publics, parce que c'est plus petit déjà, il est plus facile de s'y déplacer, et puis on se connaît mieux les uns les autres. Donc c'est quelque chose d'important, alors soyez rassurés, nous partageons ça aussi depuis longtemps, puisque ça fait partie de mes slogans depuis de très nombreuses années, et nous travaillons à maintenir cette taille humaine. Par exemple, voilà. En deuxième
parmi les points forts, en deuxième, on trouve qu'il existe un dynamisme culturel, événementiel et festif à 50%. Vous voyez, j'en parlais tout à l'heure sur l'été, mais c'est vrai que tout au long de l'année, je rappelle, Alès Aglo, scène des mondes, une labellisation de niveau national. On est reconnu, j'étais avec le directeur régional des affaires culturelles ce matin à Montpellier, bon, il reconnaît la dynamique du territoire de l'agglomération d'Alès en matière culturelle. Donc c'est indéniable. Vous le reconnaissez aussi parmi les points forts. Donc troisième point fort, c'est Alès est situé à proximité des Cévennes et plus globalement de la nature. Cette position forte de capitale des Cévennes, c'est quelque chose que vous mettez très en avant dans les points forts, 43%. Alès est situé à proximité des grandes agglomérations, Nîmes, Montpellier, etc. 37%, un peu plus bas. Mais vous voyez, c'est souvent ce que je vous dis, ce que je dis, la force d'Alès, c'est qu'on est à la fois un peu en retrait des grandes agglomérations où il est de plus en plus difficile de vivre, et les autoroutes, la pollution, enfin tous les grands axes, mais tout de même à proximité. Donc la nature, les Cévennes, magnifique, extraordinaire, espace de biodiversité, espace de respiration, espace de qualité environnementale extraordinaire, et proximité des grandes villes. On le dit souvent, Alès a un positionnement assez exceptionnel, et d'ailleurs nous sommes le plus grand territoire de piémont de l'arc méditerranéen. Et donc à ce titre-là, c'est votre quatrième priorité. Et puis Alès offre des espaces verts, un fleurissement de qualité, un gardon propice à détente, etc. Une ville qui s'embellit progressivement en cinquième point fort. Les autres, vous avez la suite. Vous découvrirez tout ça. Sinon, on va y passer 2 heures. Alors bien sûr, on a fait des triparages par par quartier, ce qui nous permet d'avoir là aussi possibilité d'affiner nos politiques publiques pour vous être toujours plus agréable. Autre question, y a-t-il d'autres atouts importants de la ville d'Alès dont vous souhaiteriez nous faire part? Alors oui, vous avez possibilité aussi de réponses ouvertes. Vous avez été 116 expressions sur la qualité, le cap de vie, les qualités des services, la ville moyenne à taille humaine, le gardon, on y revient. Tout ça, vous le détaillerez. Je ne vais pas m'y appesantir, mais on pourra répondre bien sûr là aussi à vos questions. Sur les points faibles, parce que là aussi, je vous disais qu'il faut regarder ce qui va, mais surtout ce qui ne va pas. Donc voilà, et ça, j'y reviendrai à de nombreuses reprises et j'aurai l'occasion d'en reparler très prochainement dans un point presse que j'avais anticipé depuis le mois de juillet avec le directeur de l'hôpital dans quelques jours, ce qui arrive très largement en tête s'il y a des difficultés pour trouver des médecins et des spécialistes, des certifications médicales. C'est vrai que vous, aujourd'hui, sur l'agglomération, sur la ville d'Alès, sur l'agglomération, vous mettez comme point faible très en avant la désertification médicale et surtout la crainte que vous avez aujourd'hui d'être moins bien soigné qu'hier. Je ne vais pas vous répondre ça ce soir. Vous savez que j'ai lancé, j'avais anticipé ça, puisqu'en 2020, j'avais initié des états généraux de la santé, avant même que tout ça se développe. Je ne suis pas un magicien, on ne va pas tout régler. Ce n'est même pas une compétence communautaire. Hein, donc, je dis, je n'ai pas les moyens aujourd'hui de pouvoir fabriquer des médecins, créer des médecins, ouvrir des hôpitaux. Mais tout de même, on a comme responsable du contrat local de santé, comme président du conseil de surveillance de l'hôpital, comme animateur justement de ce contrat de santé, avec les médecins, avec Reseda, avec le centre hospitalier, avec les infirmiers, avec les dentistes, enfin toutes les professions médicales. Nous travaillons quand même depuis un certain nombre de mois à essayer de diversifier, d'optimiser l'offre de soins, l'offre médicale. Nous ferons des annonces dans quelques jours. Alors, ça va pas révolutionnaire, on va pas trouver un médecin pour tout le monde dans quelques jours. Tout de même, je vous l'avais dit peut-être le mois dernier, avec plus de 30 internes aujourd'hui accueillis à l'hôpital d'Alès, avec un travail qui est fait pour essayer de les convaincre de pouvoir s'installer une fois leur internat fini sur Alès. On travaille à tout ça, on travaille à la communication pour faire venir des médecins. On va mettre en place à Chambourg une maison de santé, notamment le Nord, qui souffre beaucoup. On accompagne avec des fonds de concours spécifiques, des projets de cabines médicales, de regroupements médicaux. Voilà, tout ça c'est quand même en cours, mais enfin, il y a des bonnes nouvelles quand même dans tout ça, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle dynamique à l'hôpital d'Alès. Je veux saluer le nouveau directeur, Christian Cataldo, qui s'y emploie depuis son arrivée début mai. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des très bons résultats en matière de nouveaux médecins et j'aurai l'occasion de vous en parler. En deuxième point faible, on retrouve quelque part le déclin du centre-ville. Et oui, il y a ce sentiment de déclin. Alors,
il y a des réalités, hein, c'est pas qu'un sentiment, hein, alors que dans le déclin, il faut voir ce qu'on dit, parce que le centre-ville est toujours plus fréquenté, il y a toujours plus de gens qui viennent au centre-ville, hein, ils sont comptés, donc c'est facile à voir. Pour autant, c'est vrai qu'on a des commerces qui ferment en nombre, alors parfois au niveau national, hein, les franchises, on n'y peut pas grand-chose, et parfois, certains commerces historiques d'Alès, malheureusement, faute de clients et de chiffre d'affaires, sont obligés de fermer. Je veux saluer quand même quelques ouvertures, hein, par exemple la Chaise Longue, qui est une franchise qui vient d'ouvrir samedi dernier pour la foire, dans la rue de la République. Voilà, c'est des investisseurs alésiens, en l'occurrence un investisseur qui a déjà beaucoup de magasins, Laurent Jacques, et moi je veux le féliciter aujourd'hui officiellement parce qu'on a besoin de ces commerçants qui investissent aujourd'hui, et je sais qu'il y en a certains, malgré la difficulté, qui savent que leur salut viendra de l'investissement et des idées nouvelles, s'adapter aux demandes, s'adapter à l'évolution de la population, s'adapter au pouvoir d'achat en baisse, qui est une vraie réalité que les commerçants ressentent fortement, puisque je le redis, je le dis, je le redis, mais c'est pas une incantation, c'est pas une parole en l'air. Tout prouve que depuis des années, nous travaillons à restaurer, à défendre ce cœur de ville et son commerce. On ne peut pas tout faire. C'est pas nous qui ouvrons les commerces ou les gérons. C'est pas nous qui consommons, sauf à titre personnel bien sûr, mais la mairie ou l'agglo dans les commerces. Tout de même, voilà, c'est quelque chose d'important auquel nous croyons et ça participe de la vie de la ville. Et vous savez que les travaux dans les halles de l'abbaye, que je suis quotidiennement et qui, pour l'instant, et je croise les doigts en disant ça, sont à l'heure, et donc nous permettront en mai, juin prochain de ouvrir des halles, retrouver des parkings, tout ça. Bon, voilà, on y travaille, c'est pas simple, et moi je veux dire une nouvelle fois, j'espère que nous sommes au soutien de tous ces commerçants du centre-ville. L'insécurité, hein, donc qui arrive en troisième position, les routes en mauvais état, et la rocade d'Alès qui représente un point d'or. Voilà, alors beaucoup plus bas que le problème médicaux, mais 47% pour l'insécurité ou la délinquance, les routes 44% et la rocade 43%. Là aussi, on y reviendra. L'insécurité, dans quelques jours, nous allons inaugurer officiellement le nouvel hôtel de police municipal. Alors, ce sera l'occasion d'annoncer des chiffres très impressionnants, puisque avec près d'une centaine d'agents de la police municipale, CSU modernisé et extrêmement puissant, on s'aperçoit que effectivement nous sommes très présents sur la sécurité. Les chiffres de l'insécurité ne sont pas mauvais sur Alès. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des problématiques. Moi, je reste persuadé encore que nous sommes un peu protégés par rapport à beaucoup d'autres villes que je ne citerai bien sûr pas. Et un petit mot sur la vidéoprotection, j'aurai l'occasion de le redire dans quelques jours. On s'aperçoit par exemple à la Grande Motte que sans cette vidéoprotection, il n'y aurait pas eu d'interpellation. Je sais que certains se sont battus contre cette vidéoprotection. Moi, je voudrais dire que heureusement que nous avons développé sur cette ville et que ça continuera, la vidéoprotection qui va nous permettre aussi d'élucider certains faits quand il y en a besoin, avec la gendarmerie, avec la police judiciaire, avec les magistrats. C'est le cas depuis de nombreuses années. Et puis surtout, d'éviter que certains actes soient commis. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. On peut toujours faire mieux. On va continuer. On fera des annonces avec le maire dans quelques jours que je ne vais pas dévoiler ici. Donc lisez les journaux. On fera des campagnes de communication. Il y a des opérations de tranquillité vacances. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Le CLSPD, CLSPD. Voilà, on travaille beaucoup sur la sécurité. On peut toujours faire mieux. Mais c'est vrai que dans le cœur de ville, c'est plutôt, les chiffres montrent que c'est plutôt tranquille. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui inquiètent. Hein. Il y a voilà, je sais, on vit dans le centre-ville, j'y suis très souvent, je vois comme vous les problèmes. Mais je veux dire, nous faisons le maximum. Et puis on parlera des routes, l'état des routes, parce que ça revient très souvent, et ça fera partie aussi, par exemple, des actions que nous allons mettre en place pour essayer de lutter ou d'accompagner vos propositions. On l'a fait, enfin, je m'étais engagé à plusieurs reprises avec la Rocade Sud, le rond-point dit d'Hyper-U, la Rocade Sud qui a été pour partie regoudronnée totalement. Beaucoup d'entre vous nous ont fait savoir qu'ils étaient satisfaits. Effectivement, on ira plus loin, bien sûr, mais bon, c'est beaucoup d'argent, donc autant faire ce qui est particulièrement dégradé. Et il y a beaucoup de kilomètres. Un bilan a été fait sur la ville. Il y a beaucoup de kilomètres de voirie à refaire, et c'est vrai qu'il faudrait des millions et millions d'euros de tout refaire d'un coup. C'est pas possible, mais nous avons des plans de réflexion. Allez, j'accélère parce que je sens que on va rester. Sur les questions, mais vous pourrez toutes les découvrir. Donc, dans les 12 enjeux d'avenir, hein, c'était une question, la question 27 pour Alès. Là, c'est pour la ville d'Alès, mais il y a les mêmes pour l'agglomération. Ben, c'est assurer la tranquillité, préserver la dynamique du centre-ville, conserver la taille humaine, maintenir le dynamisme économique,
poursuivre globalement l'embellissement qui arrive en tête de vos enjeux pour la Villaise. On retrouve un peu des thématiques qui se croisent avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Et je continue. Pour les jeunes, alors il y avait des questions ouvertes, vous les découvrirez toutes dans le détail. Pour les jeunesses, pour les jeunes, pour les actifs, pour les seniors, vous pouviez nous laisser, on avait souhaité vous laisser la possibilité de nous faire vos propositions. Donc là, ce n'était pas des questions ouvertes, donc ce n'est pas des pourcentages, mais quand on les regroupe par thématique, on s'aperçoit par exemple pour la jeunesse, il faut des activités culturelles, sportives, associatives, des établissements de formation, de l'accessibilité à l'emploi. Voilà, on retrouve toutes ces thématiques sur lesquelles, bien sûr, nous mettrons en œuvre, ou nous accentuerons, ou nous développerons, bien sûr, ce qui fait partie de notre projet de territoire. Alors, on avance. Bon, je vous le disais sur les questions ouvertes, vos remerciements et encouragements, c'est 68 retours sur les 180, sur les 100, oui, 80. Donc, vous voyez, on est très largement en tête, mais il n'y a pas que ça. Et vous êtes exprimé sur les incivilités, sur l'amélioration du cadre de vie, sur les impôts locaux, sur l'amélioration des conditions de circulation, la réhabilitation des quartiers. Voilà, toutes ces questions, vous nous avez laissé des questions et vous aurez des réponses, soit par voie du journal d'AS Agglomération, soit par ce Facebook Live, soit dans la rue, soit un peu plus tard. De toute façon, sachez que toutes les réponses seront traitées. Alors, sur l'agglomération, effectivement, la bonne nouvelle, alors je m'y attendais un peu, hein, c'est que majoritairement à 76%, vous vous sentez appartenir à l'AS Agglomération. Ça a beaucoup évolué. Hein. Il y a quelques années, avec les fusions, on se sentait moins appartenir à l'AS Agglomération. Aujourd'hui, c'est 3/4, 1/4. Donc c'est plutôt important. Vos priorités, c'est favoriser l'emploi et les activités économiques, développer les solidarités. On trouve la santé notamment, améliorer la qualité de vie. En 4e, agir pour la transition écologique. Et en 5e, promouvoir le territoire pour améliorer son image. Vous voyez, bon, là c'est un peu ce que nous développons, enfin c'est beaucoup ce que nous développons et ce que nous pensions. Donc bien sûr l'emploi, l'activité économique et la santé, on retrouve l'accessibilité, bien sûr, la qualité de vie. Je rappelle d'ailleurs, puisque effectivement on compare aussi avec ce que nous faisions il y a quelques années, l'enquête que nous avions fait en 2019, juste avant le Covid, ou 2018, écoutez, le développement économique était lui aussi en tête des attentes, de vos attentes, et le mode de vie en numéro 2, puisque là on avait repris cette question. Et donc, vous voyez, il y a un peu de changement, mais on garde en un quand même l'activité économique. Vous gardez en un l'activité économique. Là aussi, au niveau de l'agglomération, dans les politiques qui vous semblent prioritaires, on retrouve la santé. Puis en 2, le développement économique, mais loin, 70% la santé, 40% le développement économique. Et puis en 3, la gestion de la ressource en eau, la lutte contre les inondations. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans quelques temps, puisque c'est aussi un sujet majeur auquel nous travaillons énormément. Et puis en 4e, l'enseignement et la formation. J'aurai l'occasion, là aussi, dans quelques jours, de faire des annonces pour l'enseignement supérieur, pour la cité éducative, j'en parlais, pour la rentrée scolaire, le maire fera une conférence de presse d'ici fin de semaine pour les travaux faits dans les écoles, pour les nouveautés dans les écoles. Donc vous voyez, on va répondre concrètement avec nos moyens, qui sont, vous le savez, de plus en plus contraints aujourd'hui, à vos attentes. Et c'est vraiment là-dedans que nous rentrons. Donc 5, le développement durable, puis la défense de l'agriculture locale, la viticulture locale qui arrive en 5, les politiques en faveur d'enfance et de la jeunesse, puis la promotion de la culture et du sport, le développement du tourisme, et en dernier, la gestion de la forêt. Mais ça concerne moins de monde, mais on retrouve bien sûr l'agriculture parmi l'une de vos priorités. Alors, une question importante, je vais en dire 2 mots, je regarde l'heure, mais on va y arriver. J'avais souhaité vous poser une question qu'on vous avait déjà posée, me semble-t-il, après les inondations est-ce que c'était les premières ou les secondes, à savoir globalement par rapport aux difficultés que nous vivons, les collectivités, avec les baisses des subventions de l'État. Je vous en reparlerai dans un prochain Facebook Live, parce que j'ai beaucoup de colère par rapport notamment au projet de loi de finances, aujourd'hui voulu par le gouvernement démissionnaire, qui maintient ses crédits comme l'an dernier, et surtout qui, une fois de plus, va vouloir taper sur les collectivités qui ne pèsent qu'à peine 18% des dépenses publiques, mais qui effectuent plus de 50% de services publics de proximité. Voilà, par exemple. Mais j'aurai l'occasion de développer tout ça, et avec quand même des contraintes financières, puisqu'on veut nous obliger cette année à baisser nos dépenses de 0,5%.
alors que quelque part l'État continue à augmenter ses contraintes sur nous, sur les salaires des fonctionnaires, sur d'autres choses. Donc d'un côté, on nous oblige à dépenser plus, et on nous contraint à dépenser moins. Moi, c'est une équation qui est un peu impossible. Moi qui suis scientifique de formation, je ne comprends pas cette équation. Et en fait, c'est qui peut le moins, et qui peut le plus peut le moins. Donc c'est un peu à l'envers, alors que les services de proximité sont plébiscités, les maires, les élus locaux sont plébiscités par la population. Et l'État dit, bah, puisque les collectivités sont bien gérées, bah, on va leur piquer un peu de pognon. Ben voyons. Eh bien, écoutez, ça ne va pas du tout. J'espère que tout ça va se remettre en ordre de bataille, parce que sinon, effectivement, ce sera compliqué de pouvoir faire tout ce que vous nous demandez de faire. Si demain, on nous demande de baisser nos dépenses de 0,5% avec une inflation à 2,5%, hein, il ne faut pas être grand clair pour savoir qu'il va y avoir un problème. Et comme voilà, on ne veut pas diminuer les services publics, ça va être complexe. Alors, cette question, justement, c'était lié pour faire face à la baisse continue des dotations de l'État et à l'augmentation du coût de la vie, l'inflation, qu'on subit pareil que les ménages, les collectivités. Quelle solution vous paraît la plus efficace et réalisable à mettre en œuvre par Alès Agglomération? Et là, on vous avait laissé 4 choix. 1. Réduire les investissements dans les équipements nouveaux. Deuxièmement, un peu toutes ces solutions en même temps, je vais y revenir parce qu'il vaut mieux avoir toutes les solutions pour savoir ça. Donc, en deuxième, diminuer les services à la population, ramassage moins fréquent d'ordures ménagères, moins d'aide aux associations, etc., etc. En 3, augmenter légèrement les tarifs des services proposés et ou les impôts. Et en 4, un peu de tout. Hein, ce qui est souvent un peu la solution de dire, bon, on va peut-être diminuer un peu les investissements, faire gaffe un peu sur les aides, diminuer peut-être un peu les aides, peut-être augmenter certains tarifs. Voilà, ça c'est un peu un mix de tout qui permet de faire un peu moins de tout. D'accord? Pour autant, je le redis, si on fait moins de salles de sport, si on répare moins les écoles, si on fait moins d'investissements, on répare moins les routes et tout ça, vous allez nous en vouloir à juste titre. Donc il faut bien savoir que si on diminue un peu les investissements, ben, ça va se voir au quotidien. Et moi, ce n'est pas ce que nous souhaitons mettre en œuvre. Du coup, vos résultats dans cette question, hein, c'est de dire que vous êtes 37% à vouloir réduire les investissements dans de nouveaux équipements, quasiment équivalent 36% un peu toutes ces solutions en même temps, c'est-à-dire ce que je disais, un peu réduire les investissements, peut-être un peu diminuer les services publics et un peu augmenter les tarifs et ou impôts. 15% diminuer les services à la population, et ça je le ressens bien, vous êtes toujours demandeur de services publics au moins équivalents, voire supplémentaires. Quotidiennement dans la rue, vous nous demandez plus de ramassage de poubelles, plus de nettoyage, plus de coupage d'herbe, je vais y revenir, et c'est humain, parce que c'est comme ça. Mais nous, avec moins, faire plus, c'est parfois compliqué. Et je peux vous garantir qu'on s'y emploie, et les services municipaux, pour beaucoup d'entre eux, et communautaires, s'y emploient. Et puis en 4, augmenter légèrement les tarifs et services proposés ou les impôts. Là, c'est ce qui vous plaît le moins, à 12% quand même. Mais donc, un peu toute cette solution, c'est 36%. C'est quasiment autant que réduire les investissements. Donc, vous êtes à peu près un tiers à vouloir faire un peu tout ça et un tiers à diminuer les investissements. Mais vous êtes que 12% à vouloir qu'on augmente un peu les tarifs et les impôts. Ça tombe bien, on n'a pas augmenté les impôts et quasiment pas les tarifs. J'y reviendrai peut-être sur le stationnement. Alors, je reprends l'enquête de 2015. Et là, vous étiez 48% à demander de voir effectivement un peu diminuer certains services rendus. 7% contre 12 aujourd'hui à payer un peu plus cher certains services. Non, c'était pareil. 7 et 2, ça fait 9. Là, vous êtes 12%. Donc vous êtes un peu plus nombreux à vouloir être prêts à payer un peu plus. Et 27%, vous étiez à l'époque à vouloir mélanger un peu ces diverses opinions. Vous êtes 36% aujourd'hui à être prêts à faire tout ça. Alors, une question rapide, je ne vais pas m'y étendre. J'en ai déjà beaucoup parlé. J'en parlerai beaucoup, pas par plaisir, mais par obligation. Triez-vous régulièrement vos déchets. Là, c'est clair, c'est simple, c'est court. Alors oui, globalement, d'après vos chiffres, oui, systématiquement 78%, oui, de temps en temps 13%, non pas vraiment 5%, non pas du tout 4%. Alors, ces chiffres m'ont un peu surpris, pour tout vous dire, parce que dans la réalité, on n'a pas le sentiment que 9 grands Alésiens sur 10 trient systématiquement ou de temps en temps ces déchets. Et pourtant, c'est essentiel, je vous l'ai déjà expliqué, par rapport au coût exponentiel du traitement des déchets, on a besoin de trier plus. Alors le problème, moi j'analyse cette question quand on l'analyse un peu dans le détail, ça veut dire que certains ont le sentiment de bien trier, bien que ne triant pas suffisamment, puisque les chiffres réels ne correspondent pas à ces chiffres-là. Ça veut dire que bien souvent, parce qu'on ne met pas sa bouteille de verre, enfin voilà, dans sa poubelle, on a l'impression de trier, c'est pas suffisant. Il faut aussi les biodéchets, il faut aussi les emballages, il faut aussi effectivement trier les cartons, les papiers, les cartons moins. Voilà, donc on peut avoir ce sentiment de trier,
sans trier parfaitement bien. Et là aussi, on le dira, on le redira, on va relancer des campagnes de com là-dessus, vous savez, le juste tri, que vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs, auquel vous êtes de plus en plus nombreux à participer. Hein. Regardez les résultats encore dans le prochain journal de la SAGLO, avec ses 80 € tirés au sort pour les meilleures photos, avec tout ce que nous mettons en place, trions, trions, trions. Là aussi, c'est des économies. Là aussi, plus nous trierons, plus nous gagnerons ou nous économiserons de l'argent, plus nous pourrons faire autre chose avec cet argent. Alors c'est pénible, je sais, moi le premier, parfois, ça m'embête, mais il faut le faire. C'est un peu une obligation, et pour la planète, et pour nos finances. Voilà, alors dans ceux qui trient pas, hein, puisqu'on a posé la question à ceux qui trient pas, eh bien souvent, le tiers de ceux qui trient pas nous disent que c'est très compliqué au niveau des équipements proposés, et puis je veux battre cette idée en brèche. Je pense que ça ne sert à rien que les filières de recyclage ne fonctionnent pas et qu'on remélange tout après. C'est pas vrai, je peux vous garantir que c'est surveillé. Ça s'est fait peut-être il y a 20 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, je peux vous garantir, comme nous sommes rémunérés sur le tri, ce qui est trié est revalorisé, recyclé, et c'est surveillé par des agences nationales, par l'ADEME et d'autres. Donc peut-être ce qui se dit il y a 20 ans, c'est plus vrai, donc oublions cela. Aujourd'hui, quelle est votre principale source d'information sur l'actualité du territoire? Et la bonne nouvelle est Cocorico, je vous le dis, hein, parce que voilà, arrivant très largement en tête, c'est le journal d'AS Agglomération, à près de 50%. Si on rajoute les pages officielles Facebook, sur lesquelles nous voyons ce soir, et de l'AS Agglomération 21%, en fait, on s'aperçoit qu'on est à 67% comme en 2015 pour les médias locaux directement de l'agglomération, les Facebook, tout ça. Si on rajoute le site internet d'Alès Aglo, ales.fr, hein, je le répète, c'est 7% de plus. Donc on voit que globalement, vous avez besoin de ces informations. Et puis il y a les médias locaux, 20%, qui sont un peu voilà, dans le même pourcentage qu'il y a quelques années, et puis 3% pour les autres. Donc merci vraiment à tous les lecteurs du journal AS Agglomération, qui est un journal d'information, hein, où nous faisons de l'information brute, effectivement, et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur le Facebook. Alors, je vais peut-être terminer par cette question d'ailleurs, je vous en ai parlé, je ne sais pas si je vais la trouver, sur le fameux Facebook. Alors, j'ai posé la question, quitte à me faire mal, entre guillemets, puisque j'avais souhaité faire ce Facebook Live, peu y croyaient en me disant, mais non, mais ça ne marche pas. On a vu plus de 3000 vues le mois dernier, malgré le mois de juillet, entre 2000 et 4000 vues partielles au total de ce Facebook Live, soit en direct, mais beaucoup moins, mais surtout en replay. Et donc là aussi, vous plébiscitez ce rendez-vous mensuel comme étant, je cherche ces chiffres que je ne retrouve pas d'ailleurs, mais comme étant, ah ça y est, j'ai trouvé. Donc un Facebook Live permet tous les mois à chaque habitant de s'exprimer, de poser des questions au président d'AS Aglo et d'obtenir en direct ses réponses. Trouvez-vous utile ce type d'échange régulier avec le président d'AS Agglomération? Oui, 65%, non 36%. C'est chouette. Je pensais pas, voilà. Et le oui tout à fait 35%, le oui un peu 30%. Donc on est à 66% de gens d'entre vous. Je pense que vous l'êtes, parce que vous êtes en train de me regarder en ce moment. Voilà. Donc voilà très rapidement quelques réponses, quelques éléments de ces réponses, cette enquête qui sera la une du prochain journal d'AS Aglo et sur le site ales.fr. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à chaque fois de nous envoyer des questions, des remarques. Vous savez que nous prenons tout ça. Parce que c'est pour vous que nous travaillons et c'est avec votre avis, vos besoins, vos envies que nous aujourd'hui essayons de développer et vous être agréable. Voilà, ben écoutez, 38, ça va, j'ai encore un peu de temps pour évoquer les questions alors qui sont arrivées en temps. Alors là, je suis désolé, j'ai un peu traîné puisque je vous ai... Alors on va les prendre un peu dans l'ordre. Michel Testu, bonsoir, le tri est primordial. Comme j'ai dit, soit-il possible d'envisager bien sûr dans l'immédiat un service ressemblant aux encombrants pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, pour les végétaux. Écoutez, cher Michel, je crois que j'ai assez expliqué qu'avec 25 millions d'euros de coûts de traitement et des difficultés financières, je ne pense pas que ces nouveaux services gratuits à développer soient vraiment, malheureusement, j'aimerais beaucoup, la priorité. Ce que je m'engage à faire, effectivement, alors on le fait aussi dans les communes, hein, parce qu'on met des bennes, on met des broyeurs de végétaux à des points stratégiques pour que les personnes n'aient pas à aller dans toutes les déchetteries et puissent broyer leurs végétaux. On peut réfléchir à des choses, mais
Si vous voulez, c'est des services supplémentaires qui vont coûter de l'argent. C'est 25 millions d'euros chaque année pour traiter et ramasser nos poubelles. Je sais que j'ai eu des questions, des remarques sur parfois le ramassage d'ordures ménagères. Je vais y revenir. Voilà, si on veut maintenir là aussi les impôts, la fiscalité, la TOM, qui est déjà assez élevée, hein, que nous payons toutes et tous, c'est compliqué. Mais je sais que c'est un problème, mais déjà dans les déchetteries, vous pouvez amener vos déchets verts, mais c'est vrai qu'il faut les mettre dans une voiture, dans une remorque quand on a la chance d'en avoir une et les amener. C'est pas simple, je prends votre question, mais là je m'engage pas fortement. Martial Roland, ah oui, qui répond à Roland Rodriguez. Bonjour, vous pouvez-vous nous donner des explications sur votre choix de maintenir un niveau de subvention élevé pour l'OAC malgré un contrat objectif non rempli, une équipe féminine dissoute? En tant qu'Alésien, je m'interroge sur l'utilisation de l'impôt au vu des résultats. Ah bon, mais écoutez, cher Roland Rodriguez, je ne sais pas d'où vous tenez, bonsoir d'abord, hein, d'où vous tenez cette information. C'est très clair que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on l'a dit en conseil municipal, que nous maintenions, si nous avions la chance d'être restés en National 2, la subvention, mais elle rediminue au montant où elle était lorsqu'ils étaient en National 3. Donc ils ne vont pas garder, bien sûr, la subvention du même niveau que celle du National 2. Ça fait partie des contrats d'objectifs et de moyens. Hein, donc ils ont un objectif, ils n'ont pas tenu cet objectif malheureusement, et on peut le regretter, et je le regrette pour ma part, et bien ils redescendent de division, ils redescendent de subvention. Donc parce que vous avez raison, l'argent public doit être bien géré, et que quand on fait un contrat avec quelqu'un, un club de sport ou autre chose, ben, il faut le tenir. Donc voilà, il y a une partie du contrat qui n'a pas été tenue, le maintien ou la montée, ben écoutez, nous tenons notre partie. Donc rassurez-vous, cher Roland, nous n'avons pas maintenu les subventions de l'OAC en National 3. Ce n'est pas les mêmes qu'en National 2, je ne l'ai plus en tête, mais on est revenu à celles qu'ils avaient lorsqu'ils étaient déjà en National 3. Protégeons l'argent public. Pour autant, je le dis, c'est de l'argent public bien investi, puisque le foot reste quand même un vecteur de communication important, surtout dans les divisions élevées. Ce n'est pas des millions d'euros que la ville, contrairement à d'autres villes, met dans le foot aussi. Il faut rester raisonnable. On est resté assez raisonnable sur les subventions au club de foot quand on se compare. Alors je sais parce que je le dis, parce que les dirigeants du club nous le reprochent beaucoup comme par rapport à d'autres villes. C'est vrai que la ville d'Alès met parfois un peu moins que certaines autres villes, plus que certaines bien sûr, mais moins que d'autres. Hein. Donc on est dans une bonne moyenne, un peu supérieure, moyenne haute, mais dans la moyenne des villes en matière de subventions. Alors, autre question, c'est bloqué. Non, alors, les questions que j'ai reçues et qu'on m'a imprimées tout à l'heure. Alors, Vérof Lulu sur Facebook. Oula, elle est longue, hein. Je vais peut-être pas tout la lire, mais globalement, à quand les ralentisseurs au contrôle routier le long de l'avenue Yuri Gagarin? Les incivilités, infractions routières sont quotidiennes, jour et nuit, non-respect des nombreuses priorités à droite. J'ai même vu des automobilistes rouler à cheval sur une bande blanche pour éviter d'avoir à ralentir. C'est vrai qu'on en voit beaucoup, vitesse excessive. L'avenue est devenue l'annexe de la rocade, passe à 50 à l'heure. Voilà, bon, j'ai l'impression, les accélérations, bon, cher Vérof Lulu, effectivement, et autre question, serait-il possible que les services de la mairie réalisent des entretiens et trottoirs cyclables qui sont devenus impraticables de nouveaux quartiers? La végétation est vraiment... Ah, très bien. Bon, bah, écoutez, je vais faire un résumé sur cette réponse parce qu'on a eu beaucoup de questions, beaucoup de remarques, à juste titre d'ailleurs, et on les assume sur les herbes sur les trottoirs. Je pense que beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, puisque au numéro vert, je me suis fait envoyer les chiffres, chaque mois j'ai la statistique, c'est les demandes numéro 1 du mois d'août, hein, 44 demandes sur les herbes, je vais y revenir. Sur la vitesse, avenue Yuri Gagarin ou autre chose, ou autre avenue, c'est vrai que c'est toujours un problème. C'est vrai que quand les routes sont très roulantes, très larges, on va très vite. Parfois, on ne peut pas mettre des dispositifs. Les dodanes ne se mettent pas partout, ils sont réglementaires. C'est vrai qu'il y en a qui font n'importe quoi. Moi, ce que je veux vous rassurer, c'est que depuis quand même une grosse année maintenant, on a déployé les services de police municipale pour des contrôles routiers. Pas plus tard que ce matin, je participais à un contrôle routier à un rond-point, effectivement, où on travaille sur la vitesse, on travaille sur le téléphone au volant, sur la ceinture, parce qu'il en va de la sécurité, parce que vous le demandez. Ça ne nous amuse pas de verbaliser les gens. Hein. Moi, je ne me lève pas le matin pour verbaliser, je peux vous le garantir. Mais par contre, pour la sécurité routière, il y a eu un accident d'un deux roues pas très loin sur la route de l'ancienne route de Nîmes. Voilà, donc on lutte. Il y a parfois des dodanes, il y a parfois des chicanes, il y a parfois rien de possible parce que les dodanes, ils ont une hauteur réglementaire et au-delà, c'est pas réglementaire. Les dodanes peuvent être dangereux pour les cyclistes. C'est très compliqué. Donc, on fait du contrôle. Je vous le dis, on fait du contrôle jamais assez. On n'est jamais là au bon moment. Mais c'est bien dit, la police n'est pas toujours là au bon moment. Pour autant, elle est là, elle est présente et on peut accélérer
Mais c'est vrai que je partage avec vous ce sentiment que certains, alors de moins en moins quand on compare les, parce qu'on a quand même des relevés de vitesse moyens, on voit que cette vitesse moyenne sur la ville diminue d'année en année, mais on a encore des fous du volant. Et c'est inacceptable, c'est intolérable. Donc moi, j'appelle tout le monde à la responsabilité. Et je vous le dis, la police municipale, la police rurale verbalisera, ramassera les vitesses quand en plus les gens exagéreront. La rocade est à 50, je ne vais pas y revenir, c'est une question aussi pour les riverains de la rocade, de bruit, de pollution, de vitesse et d'embouteillage. Voilà, je sais que beaucoup râlent. Moi, le premier, quand je suis sur la rocade à 50, quand je suis dimanche matin avant d'aller faire mon petit tennis ou mon petit padel, je suis sur la rocade à 50 et que je suis seul, je regarde un peu autour et je me dis, on pourrait accélérer. Mais non, écoutez, on essaie de s'y tenir, même si parfois on appuie un petit peu, c'est jamais au-delà de 60-70 km/h. Et donc, on a gagné de la vitesse, donc de la sécurité. Moins d'accidents, plus de sécurité. Pensez aussi aux vélos qui roulent sur la rocade, ça m'est arrivé. Je peux vous le dire, quand vous avez quelqu'un qui passe à 90 km à l'heure à côté de vous, ça fait peur. À 50 ou à 40, on se sent plus en sécurité. Sur les herbes, un petit mot, je regarde l'heure, parce que, effectivement, et là, je peux pas vous dire, je peux pas vous dire que c'est pas le cas, je peux pas vous dire que c'est parfait, je peux pas vous dire qu'on est nickel là-dessus, c'est pas la première année. Il y a aujourd'hui beaucoup de voiries et de trottoirs, malheureusement, avec beaucoup d'herbes. Et beaucoup d'entre vous nous le disent, au maire, à moi-même, râle, téléphone au numéro vert, et limite, je vous comprends. Toutefois, je voudrais quand même replacer les choses dans leur contexte, parce que si nous sommes là pour gérer, c'est-à-dire que nous avons les tenants et les aboutissants de cette problématique. Imaginez tout d'abord que si nous avions la solution immédiate pour régler tout le problème de l'herbe sur la ville d'Aest, nous le ferions, y compris dans les cimetières. D'ailleurs, je vais en dire un mot, parce qu'il y a aussi des remarques à ce niveau-là. Donc, déjà, depuis l'interdiction de l'utilisation, pardon, de l'utilisation des Roundup et autres pesticides et herbicides surtout, écoutez, ça se voit dans toutes les villes de France. Nous ne pouvons plus utiliser ce que nous faisions, comme toutes les villes, il y a 2 ans, on passait, on vaporisait sur les trottoirs, on faisait ça au mois de mai, 15 jours après, pour 3 mois, il n'y avait plus une herbe. Voilà, on râlait pas. Mais nos sols étaient imprégnés de ces herbicides qu'on retrouve dans les eaux, qu'on retrouve tout ça, et ça pollue les nappes. Nous ne faisons plus ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne peut pas mettre de produits? Eh bien, il faut couper. Donc voilà, il y a, sur la ville, il y a presque 800 km de voies et 400 km de trottoirs à entretenir. 400 km. Nous avons une équipe de 10 personnes. 10 personnes municipaux, agents municipaux, que nous payons les uns les autres à travers nos impôts, dont le métier est du mois de mai, quand les herbes poussent, parce que jusqu'au mois d'octobre, de passer sur tous ces 400 km au moins 2 fois dans l'année et couper l'herbe. Donc c'est vrai que quand on est dans son quartier, on va voir 2 fois les gens passer. Suivant la période où ils passent, on est plus ou moins satisfait. Toutefois, si nous voulions couper ces 400 km de voirie en quelques jours, écoutez, il faudrait peut-être 100, 150 agents. C'est pas possible. Je vais pas vous le mentir. Si je vous le promettais, je serais un menteur. Je n'ai pas 100, 150, 200 agents qui viendraient avec leurs débroussailleuses pour le faire. C'est pas possible. Et ça, dans toutes les villes de France, on retrouve, quand je discute avec des collègues, ils me disent, oui, c'est vrai qu'on a un problème, notamment dans le sud. Et en plus, cette année, on a eu, heureusement d'un côté, des pluies irrégulières qui ont, à chaque fois, refait pousser ces herbes qui nous embêtent sur les trottoirs. Donc moi, j'ai 2 suppliques. La première, c'est que je vous promets qu'on essaie de regarder pour l'an prochain pour être plus efficace. Avec peut-être 1 ou 2 postes, ou 3 postes, ou 4 postes supplémentaires, ça va coûter. Il faudra les enlever ailleurs. On ne peut pas embaucher pour ça, on n'a plus les moyens. Il faudra les enlever ailleurs. Ou on va réfléchir. Ça ne va pas tout solutionner. Deuxième chose où je vous dis, parce que moi je le fais personnellement, je rappelle que devant chez soi, il revient à chaque propriétaire de mettre un petit coup de ciseau, de sécateur, de truc sur les herbes devant ses trottoirs. Si chacun fait ça, déjà on aura limité une partie. C'est sûr que ça va nous prendre une demi-heure, 10 minutes, un quart d'heure pour le faire devant chez soi, et ça va nous prendre 2 mois à la collectivité pour le faire partout. Bon, ça aussi, si, alors, les personnes âgées qui n'ont pas les moyens, bien sûr que non. Mais les jeunes, voilà, nos enfants, nos petits-enfants, ou les jeunes balèzes, comme ça, peuvent prendre un sécateur, un petit truc, et couper les herbes. Ça serait sympathique, c'est participer à la vie de la cité. Et en plus, la loi le prévoit, puisqu'on doit entretenir son devant de porte. On doit balayer son devant de porte. C'est la loi française, c'est le code civil. Voilà. Et la ville est là pour faire les à côté, le coup, tout ça. Donc c'est très compliqué. On va essayer de faire mieux. On a fait beaucoup, là, on est sur un secteur, on les surveille. Mais je vais les rencontrer, moi, sur le terrain, pour m'assurer qu'ils travaillent. Mais ils sont partout. Et puis en plus, comme on le fait dans 90% des cas avec, vous savez, les rotophiles, là, les débroussailleuses,
ben, parfois en plus on casse des choses. Ça arrive dans les cimetières, parce qu'il y a plein de petits graviers dans les cimetières, on s'engage à ce que pour la Toussaint tout soit bien propre. Et parfois, avec les débroussailleuses et ce fil qui tourne, ben, on envoie des petits cailloux, on casse des pots. C'est très compliqué. On abîme des voitures, des choses comme ça. Qui n'a pas pris un petit caillou en passant à côté d'un agent municipal ou départemental ou national ou un particulier? Ça peut nous arriver à tous. Donc c'est vraiment pas simple. Je vous le dis, j'entends qu'on se plaigne. Voilà, mais je ne veux pas vous faire des fausses promesses, si ce n'est effectivement d'essayer de trouver une solution pour améliorer, peut-être acheter des appareils plus efficaces, d'investir. Voilà, on a mis les services avec le maire, avec Max Roustan, on a secoué les services pour essayer de s'améliorer, pour faire toujours mieux, mais je ne vais pas vous promettre que tout ira bien. Et je sais que c'est une de vos principales demandes. D'un côté, je préfère ça que si c'était des choses beaucoup plus lourdes et beaucoup plus graves. Mais enfin, sachez que là aussi, on fait notre possible. Aboubacar Traoré, bon courage, monsieur Christophe. Merci, Aboubacar, super. Ben, écoute, j'en manque pas pour l'instant. Claude Gruson, est-il prévu de refaire l'asphalte des rues où les conduites d'eau ont été remplacées comme à Tamaris? Oui, et là aussi, c'est vrai que vous avez beaucoup de remarques, puisque l'état des routes, ça fait partie de vos préoccupations, des choses qui vont moins bien sur la ville. C'est vrai. On a fait le bilan de toutes les routes, on sait les kilomètres. Voilà, il faut plus de 10 millions d'euros aujourd'hui pour faire toutes les routes d'Alès, on les a pas. On le sait. Mais principalement, on s'aperçoit que là où elles se dégradent, c'est là où les conduites sont cassées, sont refaites ou sont changées. Comme à Tamaris dans certains quartiers, même si à Tamaris, on a fait beaucoup de travail pour remettre un peu propre. À Rochebel, principalement, je le dis, hein, puisque je crois qu'on m'en parle aussi, avec l'ensemble des conduites, c'est énormément, c'est des mois et des mois de travail. Les habitants de Rochebel ont vécu des temps compliqués parce qu'on travaille à petite cuillère pour ne pas abîmer les autres réseaux, passer l'eau, l'assainissement. Voilà. La fin d'année à Rochebel, les travaux seront finis. On va rebrancher l'eau dans quelques jours. J'ai attendu, avant de lancer ça, que la canicule soit finie quand même, parce que couper l'eau pendant une journée pour muter les deux réseaux, bah, s'il fait que 35 degrés dehors, même si on apporte de l'eau, c'est compliqué. Donc, du coup, tout ça va être refait. Et après, on refait. Alors, il faut laisser un peu tasser. Là, c'est technique. Mais quand vous changez une colonne, bah, il faut laisser, vous savez, le sable que vous remettez, le petit, le moyen, le gros, le gravier, puis le goudron, il faut laisser tasser. D'ailleurs, vous voyez que les chaussées, ça fait, et après vous refaites le tapis. Bien sûr qu'il faut faire un peu plus, tout ça, ça a un coût aussi, mais je suis d'accord avec vous, il y a des endroits où c'est plus prégnant que d'autres, et nous allons, il y a déjà un plan, mais je dis 800 km de rue, si on devait refaire tous les 5-6 ans 800 km de goudron, ben, il faudrait le budget de 10 ans de la ville ne suffirait pas. Il faut bien avoir cette conscience. Voilà, c'est ce qu'on a refait du côté d'Hyper-U, refaire la chaussée, les graves bitumes, les choses comme ça, c'est quasiment 100 000 euros pour la partie faite. Vous imaginez, c'est beaucoup d'argent. Donc, avec l'argent que nous avons, regardez ce qui passe. Voilà, ça, c'est magnifique. C'est beau. Voilà. Mais c'est une problématique sur les rues, mais on va faire, enfin, on va continuer et on va essayer de déplacer des budgets sur l'entretien des voiries, notamment les plus en difficulté. On va faire les façades de la rue Jean Moulin et le toit, c'est d'actualité. Et le toit. Toi, Stéphanie. Alors, les façades, oui, il est parti de. Les échafaudages ont dû être montés aujourd'hui ou vont l'être demain sur une partie des immeubles de côté HLM. Donc, on va commencer par le haut, la première tranche qui est finie, qui est magnifique, hein, que tout le monde. Alors là, je peux vous garantir que j'ai vu très peu de personnes qui nous ont engueulé là-dessus. Au contraire, beaucoup de félicitations. Et donc, on va maintenant refaire les façades, on va changer les balustrades, on va travailler sur l'isolation thermique, bien sûr. Rien que sur la Grande Jean Moulin, c'est 13 millions d'euros investis par les logis Seminole. 13 millions d'euros. Donc, réhabiliter le bâti, travailler sur les salles de bain, c'est un gros chantier aussi. On ne peut pas tout faire d'un coup. Hein. C'est vos loyers là, hein, qui le font. Mais on a pu obtenir des sous de l'ANRU pour nous aider. Mais ça reste au logis Seminole un gros investissement, même si c'est l'AGLO qui pilote les travaux de la Grande Rue Jean Moulin avec l'aide de la ville et de l'ANRU. C'est les logis Seminole qui ont le principal budget. Donc, bien sûr, tout ça est parti et va se faire avec le temps des appels d'offres, des chantiers. Voilà, c'est compliqué. La France, c'est un beau pays où l'administration nous fait perdre beaucoup de temps. Mais c'est comme ça, ne vous inquiétez pas, c'est prévu et vous verrez cette rue, une fois fini les travaux de fin du, je dis vers juin 2025, tout sera fini, les immeubles se finiront. Ça sera super chouette, ce sera un des plus beaux quartiers de la ville d'Alès où il faudra bon vivre avec moins de voitures, plus d'espace vert, plus de quiétude, plus de tranquillité, moins de bruit.
et des caméras de vidéosurveillance, toujours plus, qui vont nous permettre, et les navettes gratuites bien sûr. J'accélère, sinon on ne va pas y arriver. Jean-Paul sur Facebook, bonjour, juste pour vous signaler que le chemin de l'Ardoise aurait besoin d'un bon fauchage. Bon, j'en ai parlé, cher Jean-Paul, oui, c'est vrai, et je pense qu'en plus on va pas tarder, d'après le secteur que j'ai regardé tout à l'heure, le chemin de l'Ardoise ne devrait pas tarder une nouvelle fois. Sylvie, vous allez bien? Oui, merci, ça va bien, je suis pas mal. La page Georges Sand, près de Centre Horticole, n'est jamais nettoyée en herbe. Bon, c'est encore les herbes. Étant ancien agent de nettoyage d'Arborée de Béziers, je suis triste. Soyez pas triste, chère Sylvie. Soyez pas triste. Je pense que ça vaut pas le coup d'être triste. La nature aussi est comme ça. Vous savez que plus on veut la biodiversité, plus la nature avance. Et c'est très bien pour notre biodiversité, pour notre vie, mais c'est aussi beaucoup plus. Voilà. Et je vous engage, Sylvie, un petit sécateur, là, clac, 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 devant chez soi, hein, par ailleurs, hein, et ça ira plus vite. Donc, amitié aux Viterroises, hein, et bisous. Voilà. Gilbert, bonjour, super les travaux de la Roche-Moulin, mais quand va débuter la réhabilitation de Rochebelle? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc ça poursuit, donc les réseaux seront terminés, parce qu'il y a plein de réseaux, l'eau, l'assainissement, l'électricité, tout est refait comme ça, et tranquille pour 100 ans, puisque les réseaux étaient très anciens, donc allaient casser partout. Donc les études commencées, on commencera par le début du faubourg, les permis sont en train d'être déposés pour réhabiliter l'ancienne école Saint-Éloi, où ce sera une salle de quartier. Les immeubles sont en train d'être achetés pour être réhabilités ou démolis là où on ne peut pas les réhabiliter, et puis la voirie sera faite. Tout ça est fait petit à petit en partant du début du faubourg, et puis il va avancer vers le PAB. Mais la première tranche je vous le rappelle, hein, de l'ANRU, financée par Paris, arrive à la PD30 qui amène au rond-point du Mineur. Voilà la première partie qui sera faite là-dessus. Mais vous inquiétez pas, les travaux de réfection de voirie, on n'attendra pas la deuxième tranche de l'ANRU pour refaire la route qui est très très défoncée à Rochebelle. J'en suis conscient, j'y passe en vélo régulièrement et je sais effectivement ce que vous vivez. Parallèlement, bon, si j'avais un peu d'humour à faire, on va beaucoup moins vite faubourg de Rochebelle, hein, du fait des trous, donc on ne peut pas tout avoir, soit les trous, je plaisante, mais il faut faire un peu d'humour. José sur Facebook, dommage qu'il soit fait dans le centre-ville, dommage qu'il soit fait que dans le centre-ville, à le nettoyage des avaloirs, à l'impasse Auguste de l'Aune, ça fait 3 ans que c'est bouché, malgré les rappels. Alors pas du tout, alors je ne sais pas José, je vais faire regarder demain, tous les secteurs de la ville, les 6000 avaloirs, c'est toute la ville. On commence par le centre-ville, pourquoi? Parce que les eaux convergent vers le cœur de ville. Et donc, si vous commencez par la partie du Gardon dans laquelle partent finalement les eaux, en traversant le centre-ville, pour beaucoup d'entre elles, dans les canals, des moulins et autres, mais tous les avaloirs doivent être faits. Et si vous en avez un qui n'est pas fait depuis 3 ans, faites-nous savoir l'adresse. Je peux vous garantir que je viendrai moi-même le faire. Mais ce n'est pas que le centre-ville. C'est tous les avaloirs de la ville, ils sont 6000. Hein, donc là aussi, on a le plan. J'avais un plan tout à l'heure que j'ai validé. Tous les secteurs de la ville sont faits. Alors, il y a des secteurs avec plus d'avaloirs que d'autres. Il y a des secteurs plus ruraux où c'est des fossés qui sont aussi entretenus, parce que ceux qui coupent les herbes aussi, ils entretiennent les fossés, les bassins de rétention communautaires, hein, parce qu'il faut préparer d'éventuelles pluies sévenoles. Voilà, mais c'est fait. Mais donnez-nous l'adresse précise. Et on va regarder, mais tout est fait. Il n'y a pas que le centre-ville, à l'est, tous les quartiers comptent autant pour nous, même s'il y a une appétence sur le centre-ville, c'est là où on va tous. Et on va tous à un moment de notre centre-ville, mais il n'y a pas que le centre-ville, tous les quartiers comptent. Soyez-en assurés, nous avons le même engagement pour tous les quartiers. Martine par mail, bonjour, j'habite au 1B, place de la Ville, 2e étage, des balcons cuisine, chambre donne sur le square Louis Pasteur qui entoure la cour de la récréation de l'école Pasteur. Sous nos fenêtres, ce sont des va-et-vient incessants de personnes avec leurs gros chiens sans laisse, souvent de 3 ou même 4, qui ne ramassent pas leur déjection. Malgré les sacs à crottes que nous mettons à disposition, si nous avons le malheur de les interpeller en demandant poliment de se servir des sacs à crottes ou d'aller dans le Gardon promener leurs chiens, ils nous insultent grossièrement, nous traitant de tous les noms, nous disant appelle la police, je vais t'envoyer la merde sur ton balcon. Bon, là, nous sentons très peu considérés de la part de la mairie. Vous n'avez pas raison, hein, parce que si vraiment on n'est pas concerné par le cœur de ville, on nous reproche dans les quartiers d'avoir que pour le cœur de ville, et dans le cœur de ville, voilà, donc ça, soyez rassurés, et ce quartier est entretenu de la même façon. Alors c'est vrai qu'après, les incivilités, j'en profite pour dire, on a lancé une campagne sur les incivilités. Là. Vous avez peut-être vu fleurir sur les panneaux d'affichage sucettes et autres de la ville, sur les crottes de chiens pour essayer de sensibiliser, sur les engueulades en permanence en voiture, sur les détritus, les papiers. Voilà, on essaie de passer un message fort, de sensibiliser les gens à faire tout cet effort. Il y a un endroit dans la rue Jean Moulin, je ne cite pas l'adresse, où j'étais interpellé, où il y a
une vingtaine de petits sacs à crottes bien remplis d'ailleurs, qui doivent être envoyés de balcon par une personne malveillante, en l'occurrence. Eh bien, écoutez, cette personne est en train de la chercher et elle sera sanctionnée, comme le prévoit la loi, si jamais elle pollue. On est là pour intervenir. N'hésitez pas à nous le faire savoir, mais je peux vous garantir que tous les coins sont aménagés, toute la grande rue Jean Moulin. Alors le square Pasteur, effectivement, il y a des endroits qui sont aménagés, mais qui sont peut-être un peu moins fleuris que le square Beltravôtre. C'est vrai, il n'y a pas de gazon partout. Mais non, non, ça compte pareil. Par contre, n'hésitez pas, hein, vous mettez votre portable. Hein, je ne donne pas votre nom ni votre numéro en direct, mais effectivement, on prendra contact avec vous, chère Martine, je peux dire votre prénom, pour voir avec vous. Mais on ne pourra pas tout faire non plus, mais on prend en compte le fait que tout ça doit être fait en compte. Et le vivre ensemble, c'est une nécessité sur laquelle je viendrai moi-même, s'il le faut, pour essayer de tenser celles et ceux qui se foutent des gens. Voilà, on prendra contact avec vous hein, pour voir le truc. Mais ne dites pas qu'on vous n'êtes pas considéré, c'est pas le cas. On peut pas être parfait partout, mais vous savez, une ville de 2200 hectares, voilà, il faut être partout, faire plaisir à tout le monde, on essaie, mais on va regarder ça. Sophie par mail, bonjour Monsieur Rimin, tout d'abord j'espère que vous allez mieux suite à votre Covid. Ah, alors chère Sophie, je n'ai pas eu le Covid, je ne sais pas quel est ce fake news, alors c'est pas un problème, parce que je l'ai peut-être eu il y a des années maintenant. C'est peut-être lié parce que depuis samedi, on m'explique que je suis malade parce que je n'ai pas pu être à la finale du Grand Prix de la chanson. Alors j'en profite du canal, puisque vous me posez la question, pour vous dire que ce soir-là, j'avais une urgence familiale pour mon fils qui était un peu souffrant. Il a fallu que j'aille garder ma petite fille. Et donc, je suis désolé, ma petite fille a été prioritaire sur la finale du Grand Prix de la chanson. Voilà, donc c'est pour ça que j'étais, mais je vais bien. Ma petite fille aussi, d'ailleurs, si ça vous plaît. Mon fils, lui, peut-être avait... Non, il n'avait pas le Covid, d'ailleurs, mais était couché. Ma belle-fille travaillait, parce qu'elle est sage-femme de nuit. Voilà, vous savez tout. Et donc, voilà. Mais je n'avais pas le Covid, donc je n'étais pas malade. En tout cas, je vois que vous deviez être à cette belle finale du Grand Prix de la chanson. Que se passe-t-il entre Édouard Leclerc, Drive et l'impasse Francis Poulenc? Tout a été débroussaillé, les arbres ont été coupés. Y a-t-il un projet comme ça? Ah ben oui, là-bas c'est débroussaillé au moins. Non, je ne sais pas. Non, non, j'ai pas de projet en tête. Je vais regarder, mais on vous répondra si on a précisément. Donc voilà, je viens d'avoir un message. Je crois qu'il y a une naissance qui vient d'arriver d'un de mes directeurs, voilà, qui m'informe de la naissance de sa petite fille. Donc félicitations en direct à notre nouvelle arrivée. Mais je ne pense pas qu'il me regarde en ce moment. Il a autre chose de mieux à faire. Puis il regardera peut-être en replay. Et donc, bienvenue dans notre beau monde. Deuxièmement, pourquoi avoir baissé la gratuité des parkings 2 heures à 1 heure? Ah, très bien. Je me disais, n'avez-vous pas peur que les gens viennent moins dans le centre-ville? Ah ben merci de cette question, parce que j'allais parler de ça, parce que je n'avais pas vu de question arriver. Alors, sur le tarif des stationnements, d'une part, c'est pas qu'on a baissé vraiment, on est revenu au tarif, je le redis, qui avait été décidé aux états généraux. Du cœur de ville, moins d'une heure, c'est gratuit. Mais rappelez-vous, à l'époque, on avait fait tel parking, c'était là, telle zone A, c'était comme ça, la zone B, c'était pas gratuit, le truc. Là, maintenant, on a simplifié, c'est moins d'une heure, c'est gratuit partout, en cœur de ville. Sur la voirie, dans les parcs de structure, au Gardon. Moins d'une heure, c'est gratuit. On le sait. D'accord? Donc là-dessus, il y a une amélioration puisqu'il y a plus de gratuité qu'avant. Donc c'est plus simple de venir en ville. De plus, je le rappelle, nous avons créé un certain nombre, j'ai plus le nom en tête, mais vous le voyez fleurir, hein, donc d'arrêt minute, hein, où là vous pouvez rentrer, vous n'avez même pas de procédé à faire, 20h03, vous n'avez même pas de processus à faire, ben vous garez, vous partez, il y a un petit compteur, et quand ça devient rouge, ben vous êtes verbalisable. Pour le reste, la gratuité s'obtient quand on va à l'horodateur, quand même, qu'on met son numéro de voiture pour être sûr que les agents soient payés. Je vous rappelle que vous pouvez aussi, d'ailleurs, sur votre smartphone, sur une application, payer en direct live sur l'application Flowbird, F-L-O-W-B-I-R-D. Il y aura une petite plaquette qui va être émise. Sur le reste, effectivement, non. Bien sûr que je ne crains pas qu'il y ait une baisse de fréquentation, puisqu'il est toujours possible de se garer gratuitement au champ de foire, où on prend la navette bleue. Il va y avoir des petits films qui vont montrer tout ça. Et puis en plus, les commerçants auront la possibilité de vous offrir une heure en plus de stationnement. L'idée étant de réserver le parking de structure et les moins de 2 heures gratuits à ceux qui achètent. C'est pas fait pour aller se promener juste, voilà, sinon on se gare au Gardon, c'est gratuit, mais on laisse les places du centre-ville pour ceux qui achètent, qui commercent.
Et donc, les commerçants volontaires pourront vous offrir cette seconde heure pour avoir 2 heures. Mais du coup, si jamais vous dites que au bout d'une heure, effectivement, vous ne voulez pas payer, vous partez, vous laissez une place pour d'autres. Et enfin, comme ça, puisque certains pensent, ce qui n'est pas une réalité, je l'affirme, je l'assure, qu'il manque des places, et en fait, globalement, ça fera plus de rotation. Donc, ce qu'il faut retenir, moins d'une heure, c'est gratuit partout. Les autres tarifs ne varient peu, ils augmentent un petit peu, plus on reste de temps, ça augmente, mais c'est des centimes en plus du quart d'heure, j'ai plus le tarif en tête, mais vous les retrouvez tous sur la petite plaquette qui va être émise. Il y a les navettes gratuites, il y a la gratuité toujours au Gardon, et puis il y a le parking du Bas-Gardon. Regardez la foire de samedi, qui a été un grand succès populaire. D'accord? Il y a eu plein de monde. Moi, j'ai passé du temps. Je suis arrivé à 8h30 le matin, j'en suis reparti à 16h, j'ai fait le tour, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis garé au Bas-Gardon, il y avait des places. D'accord? Je suis reparti à 16h, j'ai payé 2,50 €. 2,50 €, 9h, 6h. Il faut qu'on arrête. Je vous rappelle que les sous du stationnement ne rentrent pas dans les poches de la mairie, enfin dans les poches de la mairie oui, mais pour équilibrer le service. Nous avons perdu 700 000 € l'année dernière, il faut qu'on fasse un effort. Ça coûte d'avoir du stationnement, il faut payer les agents, entretenir les parkings, tout ça, ça doit être payé par les ressources. Donc c'est pas augmenté. Pour ceux qui ne veulent pas payer, on pourra toujours ne pas payer. Et puis voilà, donc comme il est 20h05, il est tard, on me fait des... Voilà, on m'explique qu'il est tard. Dernière question, Philippe Benoît, pourquoi ne pas installer le marché forain du lundi, boulevard Louis Blanc, au lieu de l'avenue Carnot Écoutez, ça, le marché du lundi, on en reparlera. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il a été déplacé avenue Carnot, et je vous invite tous à y aller. D'ailleurs, au début juillet, j'ai vu un jour beaucoup de monde sur cette place. Il y aura vocation à revenir vers le cœur de ville quand les travaux du centre seront terminés. On va s'arrêter là. Il est 20h05, j'ai un peu débordé, mais vous voyez, même fin août, il y avait beaucoup de choses à dire. Alors, je veux juste dire avant de finir que j'ai reçu une longue question. Je l'ai imprimée parce que c'était à la fin de Facebook de la semaine de Laurent Fleury. Je vous oublie pas, Laurent Fleury est un peu longue. Peut-être que si je vous engage à nous donner vos coordonnées, on va essayer de le régler en direct avec vous. Par rapport aux parents, bon, sur le ton, ce qui est dit, parfois un peu exagéré, on va dire, mais sur le fond, on peut tout à fait en parler, trouver des solutions, parce qu'ici, nous sommes là pour trouver des solutions pour vous être agréables. Donc, chère madame, cher monsieur, écoutez, bons Jeux paralympiques qui vont commencer demain. Bonne fin de vacances pour ceux qui ont la chance d'y être. Préparez bien la rentrée. Les enfants, on se couche un peu plus tôt, on se lève un peu plus tôt. Comme ça, on prépare une belle rentrée. Il reste des places dans les instituts de formation. N'hésitez pas. Les rendez-vous, je vous les ai donnés. Faites du sport des assos samedi d'après. Venez nombreux, vous verrez, il y aura peut-être des surprises même qu'on est en train de préparer. Les conférences de presse, la sécurité, la santé, Alès Audace demain sur le concours Alès Audace. Voilà, la vie continue, elle ne s'est pas arrêtée pendant ces vacances parce qu'on est resté sur le pont pour vous être agréable. Les festivités continuent. Entre-ville, demain soir, de mémoire, j'espère que je ne me trompe pas, concert au Temple, Alès Symphonia, au Temple d'Alès, à Anduze. Voilà, inauguration du grand Temple d'Anduze samedi après-midi. Voilà, je vous souhaite un bon mois de septembre, une bonne rentrée, et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute, merci pour vos questions, n'hésitez pas. Bye bye, merci beaucoup. À mardi 24 septembre, 19h. Ciao, ciao. Au revoir.